Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un épisode où nous allons aborder un phénomène qui bouleverse profondément notre rapport à la vérité, la désinformation. Depuis quelques années, les réseaux sociaux, les plateformes numériques et même certains médias traditionnels sont devenus le théâtre d'une guerre silencieuse, celle de l'influence et de la manipulation. Chaque jour, des milliers d'informations circulent, s'entrechoquent, se déforment. Et au milieu de ce flot, une question essentielle se pose. Comment distinguer le vrai du faux? En Côte d'Ivoire, comme ailleurs, les mots ont un poids. Ils peuvent apaiser les tensions, mais ils peuvent aussi les attiser. Derrière un simple message partagé, se cachent parfois des intentions bien plus profondes. Influencer une opinion, fragiliser un adversaire, ou semer le doute dans les esprits. Ces derniers mois, plusieurs affaires ont illustré la gravité du phénomène. Des rumeurs infondées devenues virales en quelques heures, des accusations sans preuve amplifiées par des milliers de partages, des montages vidéo repris sans vérification. Résultat, une société de plus en plus divisée, où chacun se méfie de l'autre, et où la vérité semble parfois devenir une option parmi d'autres. Mais au-delà de la simple circulation de fausses informations, c'est la confiance elle-même qui s'effrite. Confiance envers les institutions, envers les médias, et parfois même envers les proches. Dans ce brouillard d'incertitude, la parole publique perd de sa force, et le citoyen se retrouve seul face à un océan de contradictions. Pourtant, certaines voix continuent de se lever. Des journalistes, des chercheurs, des citoyens engagés qui s'efforcent de vérifier, de recouper, d'expliquer. Ils rappellent que la liberté d'expression ne doit pas devenir un prétexte pour la manipulation, mais un espace de responsabilité collective. Car, au fond, la question n'est pas seulement de savoir qui ment, mais pourquoi. Pourquoi certaines fausses nouvelles séduisent plus vite que la vérité? Pourquoi le mensonge semble parfois plus séduisant, plus viral, plus crédible que la réalité elle-même? Ce soir, nous tenterons d'y voir plus clair. Nous reviendrons sur les mécanismes de la désinformation, sur ses conséquences politiques et sociales, mais aussi sur les solutions possibles pour reconstruire un espace public fondé sur la vérité et la confiance. Parce que, dans un monde où l'information est une arme, la lucidité devient notre seule défense. Westaf, l'actualité de l'Afrique de l'Ouest. De cette manière, ils acceptent tous, sauf ce jeune dont je vais dire le nom. Donc moi je pense que ce jeune, il est intègre. Il est intègre, je vous le jure, il est intègre, il est honnête. Je sais de quoi je parle. J'ai 68 ans, j'ai dépassé beaucoup de choses ici. Et quand quelqu'un est honnête, je connais. C'est vrai, il a des petits dérapages souvent. Hier, il avait un langage qu'il a laissé aujourd'hui. Il faut l'aider. Moi, je crois que ce jeune a besoin d'aide pour s'améliorer. Il n'était pas fait pour ça. Mais Dieu a fait aujourd'hui qu'il l'aide dedans, mais il faut l'aider à s'améliorer. Et là, je vais vous donner des exemples. Je vais parler de Johnny Pacheco, Chris Cocougnon, n'en déplaise. C'est un jeune. S'il était là aujourd'hui, aucune marche ne serait avortée. Aucune marche ne serait avortée. Avec Johnny, aucune marche n'aurait été avortée. C'est vrai, il faut avoir un peu peur de sa fougue, mais on peut canaliser ça. Cela peut être canalisé par les anciens qui vont lui dire, mon petit, voilà, on va pas jusque là. Il faut tempérer, on peut le faire. Et maintenant, ceux qui croient que Johnny peut pas être président ou il peut pas être machin, bon écoute, moi je suis un homme cultivé. Et je crois en Dieu. Dieu peut t'utiliser depuis plusieurs chemins pour te faire atteindre ceux auxquels tu t'attends pas du tout. Sarkozy l'a dit. Jusqu'en quelle année? Il ne faisait pas de politique. Il connaissait rien. Absolument rien de la politique. Jusqu'à une visite de Jacques Chirac dans sa ville. Là, il devait faire un discours sur un thème qui n'a rien à voir avec la politique. Sarkozy est là. Il avait peur, il tremblait de tout son être. Parce que un discours devant Chirac, oh là, c'était
Il avait peur, mais il a pris son courage à deux mains quand on l'a appelé. Et Chirac lui avait dit, tu ne parles là que 2 minutes, je te donne seulement 2 minutes, tu dépasses les 2 minutes, je coupe ton micro. C'était Chirac, qui est né dans la politique, qui a commencé la politique depuis son enfance. Et lui n'avait jamais fait de politique, Sarkozy. Et Sarkozy, j'étais là comme un petit élève, est venu au micro et a fait son... Voilà, il a dit ce qu'il avait à dire, mais au fur et à mesure qu'il parlait, il regardait un clin d'œil à Chirac qui ne coupait pas le micro. Et ça l'encourageait. Et il a parlé, je crois, pendant 8 ou 15 minutes. Il était émerveillé. Le politicien était né. Un politicien est né ce jour-là, qui est devenu président de la République française. J'ai un autre exemple. Le président Lamine Zana, rares sont ceux qui le savent, qui a été président de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Lui, alors là, c'est un autre cas. Il était au village, la culture, cultivateur, et son oncle, qui était ancien combattant, est venu et s'est marié. Et chez eux là-bas, on ne marie pas de femmes. Eux, ils sont monogames. Bon, pendant que la femme de son oncle était jeune fille, connaissait pas beaucoup de choses, et il a demandé à son grand frère de lui faire venir quelqu'un pour aider sa femme à faire les travaux ménagers. Et c'est ainsi que le père de la Zana l'a enlevé au champ et l'a fait partir chez son oncle à Djoulabougou, ou bien voilà, bon, dans leur village sous-préfecture. Ainsi, quand il est venu, il était désœuvré. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. La fin ils étaient 3 seulement, donc il n'y avait pas beaucoup à faire. Donc il était pratiquement désœuvré. Et on lui a trouvé un métier. Il allait apprendre ce métier, je crois que c'était la menuiserie. Et la nuit, bon, les jeunes, dans toutes les contrées du monde entier, même en Afrique, les jeunes se retrouvent pour danser, pour faire des choses. Donc ils se retrouvaient pour danser, pour s'enjailler. Et puis, c'était quelle musique en ce moment? Pour les anciens comme moi, nous l'avons vu ici. On appelait ça le goumbé. Pour danser le goumbé. En Guinée, eux, ils appellent ça mamaya. Donc, c'était le goumbé. Et toute la Côte d'Ivoire, il y avait le goumbé à Treichville. Treichville était un centre renommé de goumbé. Donc, Lamine Zana était danseur de goumbé. Il est devenu dirigeant même de ce truc-là. Donc la nuit, il tapait jusqu'à 1h tardive et ils allaient se coucher. Mais la nature et Dieu, le commandant des cercles, sa femme se plaignait du bruit chaque nuit, du goumé. Elle se plaignait parce qu'elle n'arrivait pas à dormir. Et le commandant a cherché à leur faire taire. Et ils ont dit non, ils ont cette liberté de s'amuser. Et le chef de village a dit non, écoutez, c'est des jeux, il faut qu'ils s'amusent. Et le commandant a fait quoi? Il a cherché à savoir le nom de celui qui est le chef du groupe, du perturbateur. Et on lui a donné le nom de Lamine Zana. Il a pris son temps, il n'a rien dit. Au moment des inscriptions pour prendre des jeunes formés pour aller dans l'armée coloniale dans ce temps, l'armée coloniale pour aller en Indochine, c'est le commandant qui a donné le nom de Lamine Zana pour que sa femme soit en paix. C'est comme ça que Lamine Zana a été recruté dans l'armée coloniale. Bon, je vais vous épargner le parcours. Mais ce Lamine Zana là, il est devenu président de la République de Haute-Volta, actuel Burkina.
Il faut voir le cheminement quand Dieu te choisit. Donc je vous donne ces deux exemples. Donc ne dites pas que Johnny est ceci, il est cela. Chacun suit son destin. On ne peut pas braquer les machins, le destin de quelqu'un. Bon, c'est en Afrique qu'on le fait, avec la sorcellerie, avec les les trucs malsains. Bon, voilà. Malsains du moins. Donc, je vous en prie. Moi, je pense que ces gens-là pouvaient jouer ce rôle-là. Pourquoi pas? Ils pouvaient le jouer. Yeah. Je ne finirai pas sans revenir à mes chers imams que j'adore, que j'aime bien, que j'aime titiller aussi. Hier, j'ai fait une révélation. C'est pas une révélation en tant que telle, parce que l'imam Agib Touré l'avait dit, mais les gens n'ont pas ça dans l'âme. Et je reviens dessus parce que j'ai reçu beaucoup d'appels. Et maintenant, je veux que les gens sachent que Gbagbo est accusé à tort par les musulmans. Que Gbagbo n'aime pas les nordistes, qu'il n'aime pas les musulmans. Il est accusé à tort. Et je vous le dis à tort. Je veux que nos gens sachent qu'en Côte d'Ivoire, s'il y a un dirigeant qui aime les nordistes, Gbagbo vient en première position. Un sudiste en tout cas. Centre, sudiste, partout. C'est Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo. Je vous le jure, c'est le président Laurent Gbagbo qui adore les nordistes plus que tous les politiciens ivoiriens. Alassane n'a jamais aimé les nordistes. C'est Gbagbo qui a créé la première ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite. Oufou était porté sur le christianisme. Il a construit la basilique. C'est compréhensible. Mais Oufou aussi a construit la mosquée de Yamoussoukro. La grande mosquée de Yamoussoukro, Oufou l'a construit. Et il y a une anecdote là. Quand il a construit cette mosquée, les djoulas qui étaient là-bas en ce moment, cancres, attardés, ils ont dit quoi? Mosquée construite par pas un chrétien, mais ils vont jamais prier dans cette mosquée. Oufoué n'avait pas encore construit la basilique. Et quand Oufoué a appris ça, un homme rusé, il a dit quoi? Il n'a rien dit. Un matin, bonheur, 5 heures du matin, il allait chez l'imam, ils sont allés ensemble à la mosquée. Et le petit groupe qui est venu prier ce jour-là, chacun a eu 100 000 francs au retour. Le lendemain, la mosquée était pleine à craquer. Ils ont reçu pas 100 000, mais au moins 5 000, ils sont tous partis. Et à partir de ce jour, la mosquée de Yamoussoukro n'a ne s'est plus jamais désemplie, jusqu'aujourd'hui. Vous voyez la mentalité de nos gars. Donc, Oufoué a fait ça. Mais c'est Gbagbo Laurent qui nous a enlevés dans le problème gros que nous avions de prendre l'avion ou bien le car, aller au Ghana ou aller au Mali ou aller chercher les visas avant d'aller en Arabie Saoudite. Quels sont les Ivoiriens qui se rappellent de ça aujourd'hui? Quelle que soit l'ingratitude, quelle que soit l'ingratitude d'un individu, surtout un musulman, on doit se rappeler de ce geste, de ce beau geste, et d'arrêter de mentir sur ce monsieur, et d'arrêter de faire comme si ce monsieur, c'est le Satan vis-à-vis des musulmans. Celui qui est Satan là, c'est votre président, c'est votre adoré gars, c'est pas Gbagbo. Non seulement Gbagbo a fait ça, vous enlevez dans les tracasseries, toutes sortes de tracasseries. Gbagbo a fait arrêter tout. Cerise sous le gâteau. Il a construit un siège où les gens descendent. En Arabie Saoudite, c'est Gbagbo qui l'a fait. C'est pas Alassane. Je ne sais pas si Alassane l'a embelli, je ne le sais pas. Mais je ne crois pas à ça. Mais c'est Gbagbo qui l'a acheté.
Et quand il l'a fait, les centaines, je pense que c'est des milliers, mais les centaines des gens qu'il a fait partir à la Mecque, leur doigt ne pouvait pas tomber. C'est pourquoi Gbagbo est parti à La Haye et il est revenu, il est rentré par la grande porte. Parce que les doigts que les gens ont fait, les bénédictions qui ont été faites, Dieu les a acceptées en ce qui concerne Gbagbo. C'est une des raisons aussi qui font que je soutiens ce monsieur. Je le soutiens. Parce que c'est un grand homme. Il faut soutenir un grand homme. L'histoire est un témoignage. Je le répète, l'histoire est un témoignage, comme la répétition est pédagogique. Donc nos gens doivent le savoir. Arrêtez de vous en prendre à Gbagbo. Gbagbo a respecté ses amitiés. Soumaïla Savané, j'ai cet exemple-là. À Gagnewa, Gbagbo a fait son enfance avec lui. Soumaïla n'a jamais travaillé dans l'administration, il n'a jamais eu aucun diplôme. Je ne sais pas, mais s'il allait à l'école, je ne sais pas. Mais quand Gbagbo est devenu président, il allait dans la cour d'Ismaïla, manger Ismaïla. Gbagbo est humble, il est modeste. Il est humble ce monsieur, et il est très modeste ce monsieur. Il faut aller rendre visite à ses amis. Tout le monde le sait, c'est une autorité publique. Il faut aller rendre visite à ses amis à Treichville. À Grand Bassam, je ne vais pas dire des noms ici, il faut le faire. Mais depuis qu'Alassane est président, quel ami un jour qui peut se taper la poitrine en Côte d'Ivoire pour dire je suis l'ami d'Alassane? Ça n'existe pas. Alassane n'a pas d'amis en Côte d'Ivoire. Alassane n'a pas d'amis. Alassane n'a jamais eu d'amis. Personne. Ok, quelle tournée Alassane a faite en Côte d'Ivoire? Et vous avez vu des amis d'Alassane dans le convoi. Où fouet ses amis autour de lui. Où faut amener l'amitié très loin. Où faut faire des enfants de ses amis qui ont été à l'école, des ministres en Côte d'Ivoire. Jules Lobo est là pour vérifier ce que j'ai dit. Jules Lobo est là pour ça. Où faut à travers l'Afrique, ses amis qui perdaient le pouvoir, où faut a donné gîte et couvert à leur famille dans le besoin en Côte d'Ivoire. Il n'était pas rare, incognito, de rencontrer le cortège du fouet se rendra à Yamoussoukro pour un week-end ou bien pour 10 jours. Bédié, de même. Le coup d'état de Bédié a été consommé quand Bédié était à Daoukro, chez lui. Pour rencontrer le président Gbagbo, il fallait aller à Mama. Et tu es sûr de le rencontrer là-bas, dans la simplicité. Depuis 15 ans qu'Alassane est président de la Côte d'Ivoire, quel jour vous avez rencontré le cortège d'Alassane qui se rend à Congo? Quel jour? Ivoirien, nordiste, imam, vous l'avez vu? L'une des meilleures, des plus grandes mosquées de la Côte d'Ivoire se trouve à Congo. Mais quel jour, quel vendredi vous avez vu Alassane aller là-bas pour prier? Jamais, jamais, jamais. Et c'est ce monsieur que vous voulez comparer aux autres? Soyez modeste. Soyez reconnaissant. Soyez gentil. Reconnaissant, soyez reconnaissant. C'est pourquoi, sincèrement, je m'excuse du terme, mais je trouve que vous êtes cafri.
Je trouve que vous êtes trop cafri pour ça. Je le trouve. Je vais encore aller en plus. J'ai fait ma 6e au collège, au CEG de Ferkessédougou. Et j'ai eu une déchirure de ligament dans le tripso à l'école. J'ai été soigné dans un hôpital baptiste, un hôpital créé par les chrétiens baptistes des États-Unis, qu'on appelle jusqu'à présent, je crois que ça existe, l'hôpital baptiste. Et j'ai été soigné là-bas gratuitement. Gratuitement. Je n'ai jamais payé 5 francs. À la fin de l'année, j'avais besoin d'une chirurgie. Ils ne pratiquaient pas ça là-bas. Ils n'avaient pas de docteur pour ça. C'est ainsi qu'ils m'ont transféré à Abidjan. C'est la cause de mon départ et de tout ce que j'ai eu à faire à Abidjan. C'est comme ça que je suis allé à Abidjan. Et cet hôpital, c'est là que je vais en venir, est construite par les chrétiens et soigner les adeptes, les sujets gratuitement. Au Mali, Aïdara, Chéri Ousmane, le bien-aimé, est aujourd'hui autour de 25 cliniques, grandes cliniques, de 25 on dit des hôpitaux, hôpitaux, 25 hôpitaux au Mali, avec tout le confort pour les indigents, avec un apport minime, vous êtes soignés. Ousmane Madani l'a fait. En Côte d'Ivoire, avec toute la richesse que nous avons, quel est l'imam qui s'est levé pour dire construisons un hôpital pour nos gens qui n'ont pas de moyens? Quel imam l'a fait en Côte d'Ivoire? Cela n'existe pas. Cela n'existe pas. Et honte à vous pour ça. Honte aux imams ivoiriens pour ça. Vous dites que le Mali est pauvre, mais le Mali a fait construire plus de 25 ou bien 25 hospitals. 25 hospitals in Mali. Aujourd'hui pour les Maliens. Et là-bas est soigné chrétiens, païens, agonistes, agnostiques, musulmans, politiciens, et tout le monde est soigné dans ces hôpitaux-là au Mali. Et vous ne faites que rouler dans les 4x4, les grosses 4x4, et vous partagez tout l'argent que l'État met à votre disposition pour aider les plus faibles. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Shame on you guys. Shame on you guys. Honte à vous. Et c'est vous qui allez venir aujourd'hui pour vilipender Babou Laurent, ou Fouette Boigny, Gueye Robert, Bédier. Vous avez fait quoi depuis que vous êtes là? Depuis que vous êtes là, quand vous êtes là, c'est l'État ivoirien. Après, à part Alassane, l'État ivoirien a toujours été dirigé par les Boussoumani, comme vous le dites. Et ces Boussoumani-là vous ont toujours pris. Ils vous ont toujours donné. Et qu'est-ce que vous faites de cet argent? Mais c'est vous qui allez rentrer dans l'affaire. C'est vous qui êtes des cafris. Aussi cafriatins.
Ikame Kokafri, aye Femidona, Aïtate. Et puis vous ne partagez pas. Je vous entends. J'entends certains de vos joies. Et toi, tu fais quoi? Ah là, je suis américain. Ça fait une quinzaine d'années. Il y a une mosquée à Isia qui est prise en charge par ma femme et moi. Je répète, ça fait 15 années que je prends une mosquée en charge à Isia. Chaque mois de carême, nous envoyons, malgré que nous on n'a pas les moyens, malgré, c'est pas l'État qui nous donne, c'est pas l'État, c'est pas les Américains qui me donnent. Je prends ça sur ma retraite. C'est pas la peine de le dire. Renseignez-vous. Moi, je le fais. Je ne veux pas dire beaucoup de choses là-dessus parce que c'est pas intéressant. Moi, je le fais. Et vous? Vous êtes imam. L'État vous donne. Les gens vont vous donner les stracas, les machins. Qu'en faites-vous? Est-ce que vous redistribuez ça aux indigents? Jamais. Jamais vous ne le faites. Quand je suis en Côte d'Ivoire, je ne sors jamais. Certains banquiers me connaissent. Quand je suis là-bas, je me fais le devoir. Au moins 50 000. Je vais dans les banques, je fais les monnaies en petites cubes, 1000 francs, 2000. Pas 500 francs, j'ai arrêté ça. Et je distribue ça partout où je passe. Aux vigiles, aux caissières, aux gens sur la route. Moi, je le fais. Moi, ça, je le fais. C'est ce que Dieu demande. Et vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez tous grossi. Vos ventres ballonnés comme mon ventre ici. Mais moi, mon ventre, au moins, c'est halala le bala. Il faut défendre le défendable, pas l'indéfendable. Et c'est vous qui insultez un point très Boussoumani. Arrêtez ça. Soyez honnêtes. Dites, ils sont Boussoumani, mais ils supportent la communauté musulmane. C'est vous qui montez cette communauté-là contre Gbagbo. C'est vous qui le faites. Et pourquoi faites-le? Listen, I don't understand. Je n'arrive pas à comprendre ça. Pourquoi c'est vous qui allez faire mal aimer des Gbagbo et bédier des... Attendez, arrêtez ça, mes frères. Arrêtez ça. Shame on you guys. Honte à vous. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous êtes allé trop loin, il faut qu'on parle. Il faut que maintenant, un Djoula sorte pour parler. Eh, je vais vous dire quelque chose. L'immense majorité des jeunes Djoula, des jeunes filles comme garçons, l'immense majorité de la communauté musulmane aujourd'hui me supporte. Je le sais. J'ai les échos, ils me supportent sur ce que j'ai dit. Moi, je ne roule pas sur l'or, mais au moins, j'essaie d'aider. My God, I have a lot of things to say. Ok, je crois que je dépasse un peu les limites, je vais arrêter. Ok, je voulais en venir à mes frères et sœurs. Je reçois beaucoup d'appels. D'aide, les gens me demandent beaucoup d'aide aujourd'hui. Je pense que ceux qui sont sur le réseau depuis longtemps, je ne sais pas comment ils s'en sortent, mais les gens me demandent beaucoup d'aide. Je n'ai pas assez de moyens. Je n'ai même pas de moyens, je suis à la retraite en fait. Bon, mais les gens me disent quoi? De créer des camions, je ne sais pas comment les créer.
Je ne suis pas Google. Je suis venu sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment ça se passe. Je vais me renseigner. Comment il faut créer des cagnottes pour aider les gens, machin. Sans cela que je suis pas content avec les musulmans Djoula. Parce que ces musulmans-là, ils peuvent créer des cagnottes pour aider les plus faibles. Mais ils ne le font pas. Ils sont égoïstes, ils gardent tout pour eux-mêmes. Donc vraiment, bon, donc comprenez que je vais me renseigner, mais je n'en sais rien. Sinon, c'est pas que je reçois des choses, machine. Et en cela, j'ai une anecdote que je vais dire avant de vous laisser. En fait, j'ai une sœur, une grande sœur. Nous étions dans le même quartier, c'est une grande sœur que je respecte beaucoup, j'ai pas du tout. Chaque mois de carême, j'essaie de faire un effort, je leur envoie un peu d'argent à chacune. Elles sont nombreuses, c'est des sœurs, c'est des tantes, bon, je le fais depuis très longtemps. Et il y a 6 mois, il y a une qui m'a appelé, on causait, et elle me dit comme ça, ok, petit frère, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Prochainement, si tu reçois les dons que les Américains te donnent, il faudra alourdir un peu ce que tu m'envoies. J'aimerais que ça soit un peu plus lourd. Ce que tu envoies, c'est bon, mais si c'est un peu plus lourd, ça me fait plaisir. J'étais éberlué, j'étais ébahi, j'étais abasourdi. J'ai dit, mais quelle aide? J'ai dit, de quelle aide tu parles? Elle s'est ressaisie. Elle dit donc, l'argent que tu nous envoies là, c'est pas les Américains qui te donnent? J'ai dit, ben, attendez, vous croyez que je suis en Arabie Saoudite, ici, ou bien au Koweït, ou bien où pour dire que je vais aller voir les imbéciles arabes là pour leur dire? J'ai dit, non, c'est ma pension. Je vous envoie ça souvent et puis je n'ai pas 5 francs sur moi ici. Je vous envoie et puis je passe tout le mois sans 5 francs. J'étais déçu, ça m'a déçu. Donc voyez un peu l'Afrique. En voulant aider, c'est mal interprété et puis les gens te collent des choses. Donc, dans cette communauté là-bas, je suis méchant. Dans cette communauté, si je porte ce tricot-là, on me l'a donné ou bien on m'a donné l'argent pour l'acheter. Ce que je mange, on m'a donné. Voyez comment les gens interprètent en Afrique. Parce que je veux aider mes sœurs, mes frères. Mais voilà comment eux, ils transforment. Ce que nous vivons aujourd'hui est bien plus qu'une simple période de transition. C'est un tournant décisif pour notre génération, un moment où la jeunesse ivoirienne doit se regarder en face et se poser une question essentielle. Quel avenir voulons-nous bâtir pour notre pays? Nous sommes la génération connectée, éveillée, pleine d'énergie et d'ambition. Mais cette énergie, cette créativité, doit s'accompagner d'une conscience profonde. Car le futur ne se construit pas sur les réseaux sociaux, il se construit dans les actes, dans l'effort, dans la persévérance et surtout dans l'unité. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se sentent oubliés, fatigués ou déçus. Mais l'histoire de la Côte d'Ivoire nous enseigne une chose, aucun peuple ne s'est relevé sans sa jeunesse. C'est dans vos rêves, dans vos idées, dans vos mains que dort la renaissance de cette nation. Les défis sont grands. Chômage, inégalité, désespoir, corruption, division. Mais face à tout cela, nous avons une arme redoutable, la connaissance. Apprendre, comprendre, inventer, voilà les vraies révolutions. C'est par le savoir que l'on libère les esprits, c'est par l'éducation que l'on bâtit la dignité d'un peuple. Ne laissons pas la peur, la résignation ou le cynisme éteindre notre lumière. Chaque jeune Ivoirien, qu'il vive à Abidjan, Bouaké, Korogo ou Daloa, doit savoir qu'il a un rôle à jouer, une voix à faire entendre, une pierre à poser pour construire ce pays que nous aimons tant. Notre avenir ne viendra pas de promesses politiques, il viendra de notre capacité à croire en nous-mêmes. À refuser la facilité, à dénoncer l'injustice sans haine, à créer sans attendre qu'on nous donne la permission. La Côte d'Ivoire de demain ne sera pas bâtie par la colère, mais par la conviction. Et à ceux qui doutent encore, rappelez-vous ceci. Chaque génération a ses combats. Et à ceux qui doutent encore, rappelez-vous ceci. Chaque génération a ses combats. Nos aînés ont lutté pour l'indépendance, pour la liberté d'expression, pour la paix. Notre génération, elle, doit se battre pour la vérité, l'unité et la dignité. Car un jeune qui pense, qui apprend et qui agit, vaut plus qu'1 million de discours sans lendemain. Nous devons être cette jeunesse debout, courageuse, lucide et pacifique. Celle qui refuse la haine, mais choisit le dialogue.
celle qui croit en la justice plus qu'en la vengeance, celle qui construit au lieu de détruire. Oui, chers frères et sœurs, le monde change et la Côte d'Ivoire doit avancer avec lui. Mais avancer sans perdre son âme, avancer sans trahir ses valeurs, avancer avec fierté et humilité. Car la vraie force d'un peuple ne réside ni dans ses armes ni dans ses richesses, mais dans la conscience de sa jeunesse. Une jeunesse instruite, disciplinée et solidaire est plus puissante que n'importe quelle armée. Alors, marchons ensemble. Brisons les murs de la méfiance et de la peur. Tendons la main, relevons ceux qui tombent, partageons nos savoirs et nos expériences. Car l'avenir de notre pays ne se décidera pas sans nous. Il se décidera avec nous. Jeunes de Côte d'Ivoire, ce n'est pas demain qu'il faut agir, c'est aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut rêver, maintenant qu'il faut créer, maintenant qu'il faut croire. Debout, jeunesse ivoirienne. Debout, avec courage, foi et détermination. Car un peuple éveillé, conscient et pacifique, est un peuple invincible.